Bienvenue dans l'heure de fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils, d'actualités, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'heure de fourche. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans notre 18e épisode de l'heure de fourche. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Arnaud pour vous parler du camp enseignement, une pratique pédagogique qui a émergé aux États-Unis et au Canada. Et en seconde partie, nous aborderons la refonte du programme de religion. Salut Arnaud, comment tu vas après ces vacances de printemps ? Eh bien écoute, ça va très bien, j'espère que toi aussi, et je suis impatient d'entendre ce que tu vas, avec tes invités, nous raconter sur le co-enseignement. Eh bien, aujourd'hui, on a décidé de vous faire voyager en vous partageant une pratique pédagogique inspirante venue de l'étranger et qui est de plus en plus répandue, c'est le co-enseignement. Donc, notre premier invité vous expliquera c'est quoi le co-enseignement. Notre second invité nous parlera plus concrètement de l'expérience dans son école, sur la mise en place de cette pratique et l'organisation que ça demande. Et enfin, on va accueillir deux enseignantes qui viendront compléter son témoignage pour nous parler plus en détail de leur expérience en classe. Nous accueillons notre premier invité, Philippe Tremblay, qui est professeur titulaire à l'Université Laval à Québec, au Canada. Il a travaillé pendant plusieurs années en Belgique en tant qu'instituteur primaire en enseignement ordinaire et spécialisé, avant de devenir chercheur à l'Université libre de Bruxelles. Il est également l'auteur de nombreux ouvrages et articles scientifiques sur l'analyse et l'évaluation des dispositifs destinés aux élèves en difficulté et la collaboration entre enseignants, donc sur le co-enseignement. Merci Philippe pour ta participation dans notre podcast. Première question pour bien comprendre le sujet d'aujourd'hui. C'est quoi le co-enseignement ? Le co-enseignement, c'est tout simple. C'est deux profs qui travaillent ensemble dans une même classe pour un même groupe d'élèves. Souvent, ça commence par un enseigne, l'autre observe. C'est souvent, si je suis pas toujours dans la classe de mon collègue, ou c'est pas notre classe à deux, je ne viens que quelques heures, mais au début, c'est souvent comme ça. Le souci, c'est faut pas que ça reste comme ça. Mais c'est normal au départ, parce que je rentre chez quelqu'un, faut d'abord je m'habitue, voir c'est quoi son contrat didactique, c'est quoi sa gestion de classe, comment les élèves lèvent la main, circulent dans la classe. Donc il faut, avant de prendre des initiatives, il faut un peu savoir comment ça fonctionne. Quand on co-enseigne, on fait beaucoup plus de choses que ça. Par exemple, il y en a qui doit préparer pendant que l'autre enseigne. Ah oui. C'est pas une heure de préparation, mais des fois, c'est 3-4 minutes où on fignole le truc pour que ça soit tout de suite disponible. On peut finir une correction pendant que l'autre enseigne. On peut quitter la classe pour aller chercher un papier, un compas, un dictionnaire, un ordinateur pendant que l'autre enseigne. Donc, à deux, ça offre beaucoup de possibilités parce que, justement, on a un don d'ubiquité. On peut être à deux endroits en même temps. L'idée, c'est que, à deux, je peux couvrir plus de profils pédagogiques aussi. Donc, souvent, c'est ça aussi, ce mélange pédagogique-là. C'est pas nécessairement d'être meilleur que l'autre, mais c'est qu'à deux, on peut couvrir plus, surtout si on est différent, justement. Souvent, les gens disent, dans le co-enseignement, il faut être pareil. Oui, il faut quand même avoir des valeurs, puis avoir des objectifs partagés, mais avec des moyens différents. C'est ça l'intérêt, c'est la complémentarité qu'on peut avoir, là, à deux, de différencier, ou de se permettre des choses. On est peut-être très proches, mais à deux, on va se permettre un peu de faire des choses qu'on faisait pas tout seul. Comment une classe peut se préparer, en fait, à mettre ça en place? Oui, peut-être qu'il y a deux éléments. Il y a un élément avec la direction. D'abord aussi, c'est que le co-enseignement, on oublie souvent, mais la direction, c'est peut-être un des acteurs les plus importants. Il co-enseigne pas, mais c'est lui qui le permet. C'est lui qui va attribuer les ressources, qui va trouver les couples, attribuer les ressources, engager les bonnes personnes, trouver des locaux. Donc, le directeur est très important. C'est un peu comme moi je l'appelle le notaire de la relation. C'est lui qui va faire le contrat entre les deux. Pour les enseignants, en fait, première étape souvent, c'est d'essayer. Parce qu'en fait, il faut pratiquer le co-enseignement. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on a vécu comme élève. On l'a pas vécu à l'école normale, on l'a pas vécu comme prof. Puis après ça, l'idée, c'est plus de les accompagner dans leur co-enseignement qu'avoir une vision directive. Aller vers ça, non. C'est plus dire, vous allez dans la bonne direction. Merci encore Philippe pour ces précisions. Et maintenant, on va accueillir notre seconde invitée. On accueille à présent Iman Kenfaoui, qui a justement été référée par Philippe Tremblay qu'on a interrogé juste avant. Et donc Iman est directrice à l'Institut Marie-Stella secondaire à Laken. Bonjour Iman. Bonjour Victoria.
Merci beaucoup d'être notre invité aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité. Merci à Philippe d'avoir fait référence à l'équipe pédagogique de Marie-Stella et aux pratiques qu'ils mettent en place. C'est vrai que c'est un beau défi qu'on a mis en place avec l'équipe. Et donc, c'est toujours un plaisir pour l'équipe pédagogique de savoir que ce qu'ils mettent en place est identifié et reconnu. Pourquoi vous avez décidé, dans votre école, de mettre en place le co-enseignement? Est-ce que ça vient des enseignants ou vous avez vu une formation là-dessus? Alors, c'est très particulier. Donc, moi, j'ai commencé dans l'école en 2019 et on avait retravaillé ensemble notre contrat d'objectifs. Et c'était une pratique qui avait été identifiée comme piste possible à investiguer par l'équipe. Et puis, en 2010, la rentrée 2020-21, on a eu le Covid. Et on devait envisager la rentrée scolaire en tant qu'équipe de direction sous le code, je pense, à l'époque jaune. Le code jaune, à l'époque de mémoire, ou orange, c'était il y a un jour semaine où il ne venait pas. Bref, nous, on avait à ce moment-là été chercher dans notre contrat d'objectifs qu'est-ce qu'on avait comme idée. Et l'idée, c'était le co-enseignement. Il n'y avait pas eu de formation préalable, il n'y avait pas eu de mise en place ou de réflexion préalable sur les modalités de mise en œuvre. L'idée était là. Et donc, on s'est dit, au vu du contexte, on va y aller. Et on ne pouvait plus mettre de la remédiation parce qu'on n'avait pas assez de plage horaire pour mettre de la remédiation. On s'est dit, l'alternative, c'est 2 enseignants en classe. Donc, à partir de ce moment-là, on a mis en place. Ça n'a pas été simple, parce que pour les enseignants, c'est quand même... ça reste quand même un métier fort individuel. Se retrouver avec un collègue en classe, un collègue qu'ils n'ont pas pu choisir au début. Et donc, ça a été vraiment peut-être quelque chose de très difficile au début pour les enseignants. On a mis en place une formation avec Sophie Van den Pla, qui a fait vraiment tout un travail d'accompagnement des équipes sur, comment enseigner. Il y a eu plusieurs séances de formation, accompagnement en école, avec les différents profs de co-enseignement. Ça, c'était la première année. Et au fur et à mesure, on a commencé à construire ce co-enseignement avec les équipes, à s'ajuster. Par exemple, suite à l'accompagnement avec Sophie Van den Pla, ils ont demandé de pouvoir choisir leur binôme. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place la 2e année, en disant, on va partir sur comment mettre en place ces binômes et respecter les choix de binômes ou de couples professionnels, parce que Philippe souvent en fait référence. Voilà, donc ça s'est construit au fur et à mesure. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et depuis, on n'a pas fait de marche arrière par rapport à cette situation de co-enseignement. Et de plus en plus, c'est quelque chose qui est entré dans les mœurs de l'école. Alors, puis tout à coup, y a des collègues qui ont demandé au 3e degré de le mettre en place sur base volontaire. Il y a des collègues, donc on a mis le co-enseignement en français et en maths en 1e et 2e. Aujourd'hui, il y a des collègues, l'année passée, il y a des collègues en 2e et en 1e, en néerlandais, qui ont demandé à le mettre en place. Puis est arrivé le co-enseignement aussi en 5e et 6e, en français, en technique de qualification, notamment en comptabilité. Ce sont de nouveau 2 enseignantes qui ont dit que, au vu des difficultés, notamment en matière de maîtrise de la langue d'apprentissage, qu'elles voyaient vraiment un intérêt à mettre en place le co-enseignement. Là aussi, on a suivi l'équipe en disant, j'ai suivi l'équipe en disant, OK, au lieu de mettre une remédiation, je mettrai le co-enseignement. L'avantage, évidemment, je le redis toujours, c'est que on ne doit pas attendre que l'élève aille à la remédiation ou être dans une démarche coercitive, parce que finalement, l'élève qui ne va pas à la remédiation, on va lui mettre un retard, une absence, une ceci ou une cela. Mais c'est plutôt de dire, l'élève est en classe, on prend en charge immédiatement la difficulté. Les profs ont fait preuve de beaucoup d'ouverture, de questionnement. Ils avaient peur au début de se tromper. Il fallait dire, non, si on se trompe, on réajuste. Et ça, Philippe a beaucoup insisté là-dessus, de dire, au fond, toute la question de l'apprentissage, c'est une question d'ajustement. On essaye, on teste, et puis on se réajuste. Et ça, l'équipe, chapeau. Je dois dire qu'ils ont beaucoup
travailler sur la question. Ok, merci beaucoup Iman pour ton témoignage de terrain sur cette pratique et ta présence dans ce podcast. Maintenant, on accueille 2 enseignantes de l'Institut Marie-Stella qui vont nous parler de leur expérience en classe. Donc Florence Lambert-Scum, qui enseigne les mathématiques depuis un peu plus de 30 ans en première, deuxième et troisième secondaire, et Delphine Barbier, qui enseigne le français en première, deuxième et quatrième secondaire. Bonjour et merci d'être nos invités dans cet épisode de podcast. Vous avez toutes les 2 des expériences différentes de camp enseignement, c'est bien ça? On a été formés en même temps et on a commencé en même temps le camp enseignement, mais on est dans des branches différentes. Et donc je pense qu'en effet, on a des expériences un petit peu différentes. Justement, c'est quel type de camp enseignement qui se pratique dans vos classes? Le plus facile souvent, c'est l'enseignement partagé, parce que en fait, on partage la classe, on se met à 2 au tableau. Ce ne sont pas 2 classes, enfin, c'est pas une demi-classe. Partagé, ça veut vraiment dire les 2 enseignants donnent cours en même temps, de manière partagée. L'assistant aussi est quelque chose d'assez intuitif, c'est-à-dire qu'il y a un professeur qui mène, peu importe le co-enseignant, et l'autre en fait qui passe et qui peut voir les difficultés. Il y a aussi la table de compétences qu'on appelle alternatif, que moi en tout cas j'ai appelé autrement, qui en fait est une table où on peut mettre des élèves qui soit sont en dépassement, soit des élèves qui ont besoin d'explications. Ça force à la différenciation. Donc ça c'est assez facile. Plus difficile à installer, c'est l'atelier. Delphine. Oui, l'atelier demande plus de préparation, dans le sens où on ne peut pas venir un peu, je vais pas dire en freestyle, dans la classe en se disant « Oh, aujourd'hui, on va faire l'atelier ». Non, parce que comme il va y avoir plusieurs groupes, il faut réfléchir à quel groupe, il faut réfléchir à quel exercice mettre en place, il faut se coordonner avec son co-enseignant. Je trouve que justement, par exemple, l'alternatif, c'est vrai que j'utilise aussi énormément. Comme on connaît notre co-enseignant, c'est super naturel. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va donner cours, l'autre passe dans les bancs. Je pense que c'est du point de vue, quand on observe dans les classes, c'est ce que M. Tremblay a pu nous dire, c'est qu'on fait un peu de tout, mais que l'alternatif, je pense, et le partagé sont les 2 qui sont quand même les plus fréquents à Marie-Stella. Comment on choisit? Est-ce que ça vient intuitivement la manière de co-enseigner, ou vous avez testé plusieurs choses avant de se dire, ok, ce type de co-enseignement, c'est celui que j'ai envie de mettre en place dans ma classe, ou ça dépend vraiment du prof avec qui on co-enseigne, des élèves, voilà. C'est un peu comme une leçon, en fait. Comme M. Tremblay nous avait dit, et que Delphine m'a rappelé, le co-enseignant, c'est un mariage, en fait. Et donc, il faut quelques années pour se connaître. Et parfois, au cours d'une même leçon, on fait plusieurs, en fait, co-enseignements. Alors, il y a des choses, comme tu disais, et Delphine, qu'il faut bien préparer, et d'autres qui se font plus naturellement quand on commence à se connaître. Quand on ne se connaît pas, c'est surtout l'assistant et l'observation. Oui, pour ma part, j'avoue qu'il m'a fallu un petit peu de temps quand même pour me mettre vraiment dans le camp enseignement, parce qu'en fait, je pense qu'on est inconsciemment beaucoup perfectionniste. Et il n'y a rien à faire. Pas qu'on a peur de l'image qu'on peut renvoyer aux élèves, mais on veut montrer aux élèves qu'on maîtrise la situation, et que le fait, par moment aussi, qu'on ne connaisse pas son camp enseignant pouvait poser problème. Ici, notre directrice a pris en compte justement avec qui on voulait travailler, et là, je trouve que ça fait une très, 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 très grosse différence. Parce que comme on connaît son partenaire, donc comme dirait M. Tremblay, c'est vraiment un mariage, avec des bons côtés, des moins bons côtés, et justement, c'est le dialogue. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, comme on a confiance à l'enseignant qui est en face de nous, ben, je trouve que c'est très positif. Par exemple, dire, écoute, là, j'ai vu que cet élève-là, il est complètement... il est dépassé, il n'y arrive pas. Je ne l'aurais pas vu peut-être toute seule. Et le fait que cette personne ose venir nous dire ce qui va et ce qui ne va pas, je trouve que c'est ça qui est très positif. C'est pas seulement de dire, tout est génial dans ta classe. Non, c'est de dire, ben, oui, il y a ça qui est super, mais ça, on va dire, il y a des petites choses qui coincent. Et c'est le principe pour moi, et je pense que pour beaucoup, c'est faire des feedbacks après le co-enseignement, de dire, ouais, écoute, j'ai testé ça, moi, j'aime pas du tout. Et c'est pas forcément en fonction de la classe, ça peut être aussi en fonction de l'heure. Donc, s'ils ont eu gym avant et qu'ils sont super remontés, super excités, par exemple, la classe parallèle, ça fonctionne pas dans mes classes, ça fonctionne pas. Il faut généralement que ce soit au matin. Quand c'est au matin, ça fonctionne super. Et pour reprendre le fait que tu demandais si on changeait souvent, je pense que c'est aussi en fonction un petit peu de notre état moral ou autre, parce qu'il y a quand même des co-enseignements qui demandent plus on va dire d'énergie,
qui demande aussi plus de planification, on essaie de faire au mieux, donc en fonction du type d'exercice qui s'y prête. Je pense que c'est ça qui est très enrichissant dans le cas enseignement. C'est ce côté partage de pratique, parce que comme on est avec un autre enseignant, on se nourrit aussi de sa manière de faire. Et donc ça occupe quelle place le camp enseignement dans votre grille horaire ? Cette année, j'en ai pas tellement. J'ai 2 fois 2 heures et je n'ai qu'une co-enseignante. Mais j'ai été jusqu'à beaucoup plus, c'est jusqu'à 3 co-enseignants. Et on s'adapte. Et c'est vrai que, comme l'a souligné Delphine, notre direction a veillé à ce que les mariages commencent heureux. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment une condition pour moi sine qua non. Attention, un co-enseignant, c'est peut-être pas quelqu'un avec qui on va s'entendre à la salle des profs. C'est quelqu'un avec qui on s'entend sur le terrain. Et c'est vrai qu'il y a des co-enseignants qui ne sont pas copains, mais qui, en fait, travaillent très bien ensemble. Et donc, il ne faut pas spécialement regarder quelqu'un avec qui on a des affinités au niveau personnel, parce qu'on est parfois étonné d'avoir quelqu'un, en fait, sur le terrain avec qui on fonctionne, mais extrêmement bien. Ok, c'est super intéressant. Moi, je pensais au départ qu'il fallait d'office bien s'entendre avec la personne pour pouvoir travailler avec, mais en fait, non. C'est ce qu'on pense au départ, et c'est vrai que les attributions et les contraintes qu'ont les directions pour faire les horaires, et qui sont pas faciles, ça a fait qu'on a parfois été en co-enseignement avec des personnes avec qui on n'avait peut-être pas spécialement d'affinité. Et je dois admettre que tous mes co-enseignants, en fait, m'ont vraiment démontré que c'était possible à 2 et que ça fonctionnait. Maintenant, on a toujours nos petites préférences, mais je pense qu'il faut vraiment se lancer. Donc ça fait vraiment 4 ans qu'on est dedans, et ce que je souligne, c'est que tous les enseignants qui aimeraient, même la direction qui aimerait se lancer, c'est qu'il faut faire confiance aux enseignants. C'est ce que notre directrice a fait. Je vous dis, elle n'a pas eu tout de suite facile, parce qu'il y a eu des profs pas contents, mais avec les formations, on s'est dit, tiens, c'est quand même pas mal comme idée. Et en fait, après, je pense que, je vais pas dire la majorité, parce que je peux pas me permettre de dire la majorité, mais énormément de collègues sont ravis du co-enseignement. Donc, je pense qu'il faut passer par une phase de doute. Et que, nous, ça fait 4 ans, donc maintenant, on n'est pas encore parfait là-dedans. Il y a plein de choses qu'on teste, qu'on aime bien, qu'on n'aime pas, qu'on voudrait lancer. Et c'est, je pense, vraiment, moi, cette année, que j'ose faire des choses. Donc, c'est-à-dire, il m'a fallu presque 3 ans, où je suis restée un peu dans ma zone de confort. Et je me suis dit, cette année, casse tes côtes. Moi, j'ai de la chance. C'est que mes 2 co-enseignantes, c'est des amis à l'extérieur, mais aussi des amis, on va dire des amis alliés dans la section français. Donc, c'est-à-dire que on travaille différemment, mais ça match très, très, très bien. Donc, comme disait Florence, c'est que j'ai une collègue du même âge, mais on est complètement opposés sur la manière d'enseigner. Et au début, je me suis posé la question en me disant, ça va faire bizarre, parce que moi, je suis un peu celle qui court partout, qui ne sait pas rester, puis ma collègue qui est plus posée, plus enseignement traditionnel. En fin de compte, ça match super bien. Et le fait, justement, d'avoir... J'aurais pas été directement, dans le sens où même si je l'apprécie à l'extérieur, je me serais dit, notre façon d'enseigner, elle est pas top. Mais comme on est toutes les 2 désireuses du co-enseignement, et c'est ce que plusieurs formateurs nous disent, et M. Tremblay, c'est que la seule chose qui fait que ça ne fonctionne pas, ce sont ceux qui n'y croient pas. Donc si on est avec un enseignant qui ne veut pas faire du co-enseignement, ça ne fonctionnera pas. Mais si on est avec un professeur qui veut le bien de ses élèves, qui se dit, non, moi, le co-enseignement, j'y crois, ça fonctionne. C'est vraiment, on adopte ou pas le co-enseignement. Il y a des résistances. Il y a des résistances. Moi, j'ai été un peu résistante je voulais garder la remédiation. J'ai eu ma zone, mais j'ai très vite vu, en fait, le bénéfice. Et il y a énormément de bénéfices au co-enseignement. Il y a plein de pistes. Delphine a déjà parlé de partage de pratiques qui est vraiment exceptionnel, parce qu'au fond, on est tout seul dans sa classe. On s'habitue à être tout seul. Et donc, quand on nous a dit, vous allez être 2, on aurait dû dire, ah oui. Et en fait, on s'est dit, non, il y a la remédiation, il y a ci. On a vu tout ce qui était compliqué. Et maintenant, pour la plupart, comme dit Delphine, on ne voit plus que ce qui est positif et ce qui peut nous apporter. Et dans une des classes, nous, parfois, on est même 3 ou 4. On a même, en fait, Maintenant, quand il y a un prof en fourche, parmi l'équipe, il y en a qui voient, vous êtes en co-enseignement, ils rentrent. Et on est parfois 3 et même 4 avec des enseignants débutants où on leur dit, on est en classe. Ils viennent. Ah, c'est chouette, ça. Et les élèves ne sont même plus étonnés. Ah oui. C'est chouette, c'est vraiment une pratique qui est ouverte, en fait, c'est ça. Oui.
j'ai l'impression quand on en parle, on en a parlé justement avec Iman aussi, c'est vraiment quelque chose qui est ouvert, flexible, qui évolue avec le temps. Donc je trouve ça super intéressant. Et c'est vrai qu'au début, ça peut peut-être faire peur, parce que c'est des gros changements, des grosses adaptations. Mais au final, il y a l'air d'avoir beaucoup de bénéfices. Est-ce qu'il y a d'autres bénéfices qui vous viennent en tête quand on parle du co-enseignement par rapport à avant, quand vous étiez seul dans votre classe ? Il y a énormément de bénéfices. Mais ce que je tiens à souligner, c'est que c'est pas forcément du gros changement. C'est ce qu'on pense. Justement, je pense que quand on dit co-enseignement, l'un des freins, c'est qu'on se dit, mon Dieu, mais on va devoir changer totalement toute notre manière de faire pendant ces 2 heures-là. Mais pas du tout. Justement, je crois que c'est ça qu'il faut soulever, c'est que le co-enseignement ne demande pas de gros changements. On prend notre partenaire donc de mariage, comme on dit si bien, et on le prend comme il est. Et c'est-à-dire que à la fin, on se connaît, on sait comment l'autre fonctionne, et je pense que non, c'est pas un gros changement. On va dire peut-être au niveau de sa classe, parce qu'il faut laisser ce qui est. Quand on est titulaire du cours, les élèves nous voient comme le titulaire du cours. Donc ça, c'est un peu des codes à casser. Mais pour moi, le changement, on va dire, de la charge de travail, il n'y en a pas. Moi, par exemple, justement, on parlait des points positifs. Le co-enseignement me retire une charge énorme, que ce soit au niveau mental. Je pense que tous les enseignants se reconnaîtront quand on arrive en classe et on se rend compte qu'on a oublié une copie. On se dit, mince, j'ai oublié de faire des copies. Le co-enseignant, il est là pour surveiller la classe ou faire une activité pendant ce temps-là. Ça nous retire une charge. Donc, on se dit, on a un co-enseignement. Moi, je vois vraiment comme un partenaire de vie, comme le mariage, j'ai quelqu'un pour m'aider, j'ai quelqu'un pour m'épauler. Donc, au lieu du changement, je vois plus ça comme un changement très positif et pas une charge de travail en plus. Non, ça ne demande pas énormément, en fait. Et il ne faut pas se mettre, comme tu disais, la pression au début. Parce qu'au départ, en fait, on est des perfectionnistes pour la plupart. Et donc, on veut que nos leçons soient parfaites, que toutes nos leçons de co-enseignants soient parfaites selon la grille de formation. Il faut y aller au talent. Il faut y aller au talent, observer son collègue, voir comment on fonctionne. Et puis à un moment donné, ça va se faire naturellement et du temps va se dégager pour se dire tiens, tout compte fait, là on faisait du parallèle, tiens, tout compte fait. Et puis peut-être petit à petit, faire des choses en sachant, voilà, là on fait ça, on fait ci, mais pas trop se mettre d'objectifs dès le départ. Vraiment se laisser le temps, 1 an ou 2, de travailler ensemble, de se connaître. Donc il y a donc beaucoup de bénéfices au niveau de l'organisation. En fait, c'est moins chronophage, c'est moins énergivore d'enseigner à 2 au final, c'est ça ? Oui, en fait, il y a déjà, comme disait Delphine, en fait, on partage la classe à 2, en tout cas quand on rentre en classe. Le temps d'installer nos affaires, il y a déjà un autre. En fait, on est vraiment un duo. Et les élèves le sentent. Et d'ailleurs, quand on rentre en classe seule, ils nous demandent. Donc, ils nous demandent où est madame, où est monsieur machin. Est-ce qu'il arrive ? Donc, en fait, ils sont carrément en demande. Même nous, c'est assez étonnant. Donc, ils demandent. Ils savent les heures. Et donc, c'est vrai que, comme tu l'as dit, on partage le travail. On partage aussi le moment des explications. On partage aussi le fait de passer dans les bancs. Passer à 2, ça va beaucoup plus vite que passer seul. Donc, on ose faire des choses parfois un peu différentes parce que, en effet, on a en fait quelqu'un avec nous. On est à 2 face à la classe. Évidemment, ça change tout. Maintenant, en termes de préparation, quand on se connaît, on parle dans le couloir et ça suffit. Ouais. On n'a pas besoin de s'installer des heures. Au départ, un petit peu plus, on papote un petit peu plus, on construit un petit peu plus. Mais sinon, à un moment donné, on se connaît. Tu fais telle feuille, je fais ça, ça va très vite. Par rapport aux élèves, justement, c'est quoi les retours des élèves, leur réaction peut-être au début et puis maintenant, parce qu'ils ont l'air de vraiment s'être habitués au co-enseignement. Au début, les élèves, c'était un peu marrant parce que justement, ils voyaient 2 enseignants. Ils étaient en mode, mais pourquoi vous êtes 2 ? En mode, il y a un problème. Et donc, on leur a un peu expliqué. Ils étaient un peu perdus dans le sens du, comment ça, on va avoir 2 profs qui viennent donner. Bon, eux, au début, on va dire, ils n'en voyaient pas la portée sur du long terme. Contrairement, par exemple, à ici, ça m'a fait sourire parce que justement, j'avais commencé, comme je vous dis, la classe parallèle. Donc, c'est vraiment... Là, au niveau organisation, c'est les bancs. Ils doivent bouger les bancs pour pouvoir. Et M. Tremblay avait rigolé parce que je n'ai même pas eu le temps. Donc, je suis arrivée. Ma co-enseignante est arrivée. Les élèves nous ont dit « Comme la semaine dernière, s'il vous plaît ». Nous, on a souri. On n'a même pas eu le temps de terminer notre phrase. Ils avaient déjà mis les bancs, on va dire, en parallèle. Et là, j'ai souri parce que je me suis dit « On ne le voit peut-être pas parce que justement, on a plusieurs classes ». Donc ça, il faut laisser ce qui est. Quand on a plusieurs classes, c'est un peu compliqué par moment de prendre un certain recul par rapport aux élèves. Et quand on voit que les élèves sont demandeurs, que les élèves qui ont un peu plus de difficultés ne sont pas ciblés, justement. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans le co-enseignement, c'est qu'on ne prend pas un élève en disant « Écoute, toi, tu n'as pas très bien compris la matière, je vais te mettre
je vais te mettre soit en remédiation ou autre un jeudi après-midi, c'est que les enseignants, ils le voient. Donc, on fait ça de manière très discrète. Donc, c'est-à-dire que quand il y a un exercice, même quand l'enseignant enseigne et que l'autre passe dans les bancs, mais c'est beaucoup plus facile de venir discrètement en disant « Écoute, montre-moi ta copie ». Et je trouve que là, les élèves le ressentent aussi. Et donc, ils sont contents, pour ceux qui ont des difficultés, de pouvoir poser des questions sans être stigmatisés non plus. Donc, je trouve que le co-enseignement aussi permet à ces élèves-là de ne pas avoir d'étiquette de « je suis faible dans cette branche, donc je dois aller en remédiation obligatoire ». Donc ça, je trouve que c'est très, très, très positif pour les élèves qui ont des difficultés au sein de la matière. Le co-enseignant, souvent, la plupart du temps, il passe beaucoup, en fait, l'un ou l'autre. Quand on dit co, c'est pas spécialement ce qui est principal, mais donc on passe beaucoup. Et donc on voit plein de choses. On fait du transversal aussi, on voit quand ils n'ont pas leur cours, on voit quand ils notent pas correctement, on voit quand ils n'ont pas compris. Donc au moment où on lance un exercice et qu'ils doivent travailler seuls, on voit tout de suite. Et donc effectivement, on va en fait identifier un élève qui ne comprend pas ou qui n'a pas compris la consigne et intervenir immédiatement. Que, en effet, à cet âge-là, il va peut-être pas lever la main. Mais comme on est deux, ça va vite. En fait, on passe. Si on est seul, on doit passer parmi 20 bancs, voire plus. Tandis qu'à deux, on couvre toute la classe très rapidement. Qu'évidemment, le co-enseignant peut très rapidement nous dire, après 1 ou 2 semaines d'observation, puisqu'on commence nous toujours comme ça, on commence par 1 semaine ou 2, nous dire, tiens, celui-là, regarde, il comprend pas bien. Ça va évidemment plus vite, on gagne du temps. Donc, en fait, c'est un gain de temps. Il faut juste l'accepter. Il faut juste se dire, allez, il y a quelqu'un dans ma classe, on travaille à 2, et on va partager l'expérience. Il faut juste se jeter à l'eau. C'est vraiment ça. Ça, le conseil principal, c'est se jeter à l'eau. Oui, pas avoir peur. Et ne pas se dire on aura plus de travail et pas se mettre la pression de préparation avec une leçon parfaite. Il faut limite rentrer dans la classe d'un prof qui donne cours normalement, qui n'a rien fait de plus, et l'assister. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Merci beaucoup pour votre participation et votre témoignage. C'était vraiment super intéressant. Merci Victoria de nous avoir invités. Oui, merci. Et donc pour trouver toutes les ressources sur le co-enseignement, tout se trouve dans le descriptif de l'épisode. Et maintenant, passons au bon plan de Déborah. Vous êtes dans l'heure de fourche, le podcast du CEGEC. Salut Déborah, tu vas bien ? Salut Victoria, je vais bien, merci. Bonjour aussi, chers auditeurs de l'heure de fourche. Et ravie de vous retrouver pour partager mes petites trouvailles. Alors cette semaine, je ne peux évidemment pas passer à côté du livre de notre invité Philippe Tremblay, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler au fait dans l'entrée libre 186 du mois de février. Mais pour moi, c'est déjà un livre incontournable, bien qu'il est assez récent, sur le sujet pour oser se lancer ou approfondir le co-enseignement. Alors, je sais que tu aurais aimé aborder le sujet plus longtemps et que certainement que nos auditeurs voudront en savoir davantage. En effet, Déborah, c'est un sujet qui est hyper intéressant, je trouve. Oui, alors pour moi, ce livre, Co-enseignement, aux éditions Academia, est un véritable guide, un accompagnant même qui aide chaque enseignant qui veut se lancer dans le co-enseignement ou approfondir cette pratique pédagogique collaborative. Alors, le livre définit le co-enseignement comme un travail pédagogique partagé entre 2 ou plusieurs enseignants qui se répartissent les responsabilités éducatives pour atteindre des objectifs spécifiques. Alors, l'ouvrage explore aussi les différents modèles de co-enseignement, tels que l'un des enseignants enseigne et l'autre aide, ou l'enseignement par atelier. Les configurations sont nombreuses et ne se limitent pas seulement à mes exemples. Philippe Tremblay met aussi en évidence dans le livre les conditions nécessaires qui sont au nombre de 9 pour un co-enseignement efficace, comme le volontariat, la compatibilité, le rôle de la direction, l'intensité et la régularité, tout en reconnaissant les limites liées à l'efficience et aux impacts sur les élèves et l'enseignement. Alors, Philippe Tremblay souligne aussi l'importance de la planification préalable et de la connaissance des besoins des élèves pour former des groupes adaptés. Enfin, je trouve que le livre fournit des outils pratiques pour les enseignants et formateurs afin de comprendre, adopter et optimiser le co-enseignement dans le but de créer des écoles plus inclusives et de lutter contre l'échec scolaire. Et en fait, donc, l'ouvrage est vraiment la continuité de l'échange que j'ai pu avoir avec Philippe Tremblay, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, donc on vous invite à le lire. Oui, et ce que j'ai particulièrement aussi apprécié dans cet ouvrage, que je trouve très pratique vraiment pour donner l'envie aux enseignants d'oser, mais ici c'est vraiment oser se lancer, c'est que Philippe Tremblay, tout en étant très convaincant sur les nombreux avantages du co-enseignement et sa faisabilité, il ne tait pas non plus les défis et les obstacles du co-enseignement.
Mais je suis intimement persuadée que si on donne les moyens aux écoles et au camp enseignement, nul doute que cette idée jeune mais pas nouvelle est promu un bel avenir pour des écoles plus justes et plus inclusives. Merci Déborah. Et on peut trouver les références dans le descriptif. Et Philippe Tremblay sera présent aussi au festival Out of Book cet automne. Oui, le festival Out of Book est bien connu des enseignants maintenant. Donc cette année, il aura lieu le 3 et le 4 octobre 2024 à la Sucrerie à Wavre. Alors ce festival en est à sa 6e édition et fait partie du programme des formations en interréseau organisé par l'IFPC. Et cette année, Philippe Tremblay sera présent le vendredi 4 octobre pour donner une conférence sur le thème. Et comme je voulais faire court cette fois-ci pour laisser un maximum de temps aux différents invités, vous pourrez retrouver d'autres bons plans sur le camp enseignement dans le descriptif. Merci beaucoup Déborah pour tous tes bons plans. Avec plaisir Victoria, et donc rendez-vous dans 15 jours pour déjà l'avant-dernier épisode de la saison. Et je souhaite plein de courage à nos auditeurs enseignants dans les écoles pour cette fin d'année scolaire. À bientôt Victoria. À bientôt Déborah. Vous êtes dans l'heure de fourche, le podcast du CEGEC. On est de retour pour cette dernière partie de l'épisode et Arnaud nous a rejoint. Bonjour Arnaud. Rebonjour Victoria. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vous emmène avec mes invités à la découverte des nouveaux programmes de religion dans l'enseignement fondamental. Et pour cela, je suis entouré de 2 experts en la matière, Pascal Marbet et Jean Brunelli. Bonjour à tous les 2. Bonjour. Alors, pour terminer les présentations, on va préciser que vous êtes tous les 2 conseillers pédagogiques pour la direction de l'enseignement fondamental ici au CEGEC. Tout à fait. Voilà. Et donc, on va pas plus attendre pour rentrer dans le vif du sujet. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est quelles sont les années concernées par la refonte des programmes de religion ? Les programmes ont été réécrits et sont proposés pour tout le fondamental, donc par cycle, les maternelles, puis P1, P2, P3, P4 et P5, P6. D'accord, ok, donc ça c'est pour le cadre. On entend parfois des confusions ou des idées reçues sur le fait que le cours de religion est un cours de catéchisme. Est-ce que justement vous pouvez clarifier et nous dire mais à quel niveau ce n'est pas la même chose ? C'est clair que là, dans le passé, ça a pu être confondu, mais s'il y a bien une caractéristique de ce nouveau programme, c'est d'avoir rompu de manière assez radicale avec ce passé. Un catéchisme, ça s'adresse à des personnes qui sont croyantes, qui ont envie d'approfondir leur foi et de s'engager plus avant Voilà. Le cours s'adresse à tous les élèves et dans une perspective scolaire, c'est-à-dire dans une perspective de gestion d'apprentissage, de mise en œuvre de ce que les autorités publiques prévoient comme apprentissage obligatoire. Le cours s'adresse à des élèves, il ne s'adresse pas à des paroissiens, et donc tous les élèves sont le bienvenu, pour autant qu'ils aient le souci d'approfondir ce que la communauté française a prévu comme apprentissage pour eux. D'accord, et donc ça c'est vraiment pour le cadre et les contextes, donc merci beaucoup. Et on va rentrer alors maintenant complètement dans le cours de religion. Quel est l'objectif du cours de religion ? Alors je pense que les enseignants ne nous contrediront pas si on leur dit que les élèves sont emplis de questions. Ils ont vraiment besoin d'exprimer ces questionnements et d'être entendus. Donc on parle de questions même de recherche de sens, surtout aujourd'hui avec l'actualité qui les entoure, que ce soit dans la société, dans leur famille, à l'école. Donc le cours de religion aujourd'hui va proposer aux élèves de se mettre en réflexion par rapport à toutes ces questions de sens que les élèves se posent. Et si je peux ajouter un mot, c'est que il existe de nombreux lieux où les enfants peuvent déposer des questions de sens. Ce qui est spécifique au niveau de l'école, c'est que la responsabilité de l'école, c'est que ces questions de sens puissent être réfléchies avec raison. Et donc, le programme s'est fixé ça comme objectif, que les élèves puissent développer leur caractère raisonnable quand ils se trouvent face à ces questions de sens. Et développer son caractère raisonnable, c'est pouvoir notamment en discuter de manière ouverte avec les autres, se rendre compte qu'on n'a pas tous les mêmes convictions, et c'est aussi pouvoir bénéficier de l'apport d'un enseignant qui peut alors aider les élèves à prendre du recul par rapport à ces questions et leur donner une série d'outils de compréhension. Et parmi ces outils, il y a forcément toutes les ressources du christianisme, puisque nous sommes bien dans un cours de religion catholique. Oui, ça, c'est important de le ressouligner. Mais, donc c'est vraiment accompagner finalement les élèves dans leur questionnement, les guider, leur donner des outils et des clés, en fait, c'est ça ? J'allais dire questionnement et leur offrir alors la possibilité d'y réfléchir,
construire avec eux des lunettes de compréhension. Oui, tout à fait, sans pour autant... Le but n'est pas de leur donner les réponses, mais c'est de leur donner les outils pour réfléchir et pour mener cette réflexion, c'est ça? À partir du moment où l'objet du cours, c'est clairement que les élèves puissent prendre du recul par rapport à des questions de sens, c'est clair que toutes ces questions de sens ne sont pas des réponses toutes faites. Hein. Alors, parfois, les élèves pourraient avoir des questions qui appellent des réponses. Mm-hmm. Qui a écrit ce truc qui raconte des choses un peu bizarres, si au début du livre il est marqué que celui qui l'a écrit il s'appelle Saint-Marc, voilà, on peut donner la réponse. Mais si la question posée par les élèves c'est d'où vient la violence, pourquoi la guerre, et pourquoi des fois on n'a pas envie d'être violent et on est violent quand même, à partir de ce moment-là, ce que le cours propose aux élèves, c'est d'avoir des outils de réflexion, parce qu'on ne peut pas clôturer ces réponses, ces questions-là. D'accord. Et pour passer à la question suivante, quelles ont été les grandes évolutions justement de ce cours de religion suite à cette refonte? On utilise souvent le mot même révolution plutôt que évolution, dans la mesure où toutes les ressources, les contenus, entre guillemets, du christianisme sont là. Oui. Je répète, on est dans un cours de religion catholique, mais sont là utilisés autrement. Sont là utilisés pour permettre aux élèves de réfléchir aux questions qu'ils se sont posées, ou inversement. Ces contenus, ces matériaux sont là aussi pour susciter du questionnement chez les élèves. En termes de révolution, jamais un programme du cours de religion n'a formulé de cette manière-là les objectifs du cours. Si on prend l'ancien programme, l'objectif, tel qu'on pouvait le lire, c'était clairement fournir une culture générale à des élèves dont on supposait qu'ils ne l'avaient pas. Faire connaître le christianisme, faire exprimer ce que les chrétiens pensent, ce que les chrétiens disent, etc. Ça, c'était la logique de l'ancien programme. Révolution aujourd'hui, pourquoi ? Parce que ce qui est exprimé, on l'a déjà dit, c'est la volonté que les élèves puissent poser des questions de sens et recevoir l'accompagnement d'un adulte pour réfléchir à ces questions de sens. Et donc, révolution dans le sens où jamais auparavant, ce qui était écrit dans un programme n'était autant centré sur le fait que l'école était là aussi pour que les élèves puissent rationaliser leur recherche de sens. Pour le dire peut-être en 2 mots, ce n'est plus la religion pour la religion. Ce n'est pas imposer aux élèves des contenus, mais voir en quoi cette religion ici, catholique, mais aussi d'autres, comme le programme propose cette ouverture, peut permettre aux élèves de réfléchir à leurs questions et de les accompagner finalement. Oui, c'est ça. On n'est plus dans du contenu à retenir, mais le contenu elle-même, et le contenu est un outil plutôt qu'une fin en soi, en fait, finalement. Tout à fait. On est donc dans quelque chose un programme alors plus flexible, en fait, qui peut plutôt s'adapter pour un enseignant, en fonction des questionnements qu'il a en face de lui des élèves. Il peut alors aller chercher les outils et avoir quelque chose alors de beaucoup plus flexible pour donner cours. Les anciens programmes, il y avait des contenus qui étaient pré-programmés, et puis voilà, on voyait les contenus tels que ceux qui avaient conçu les programmes considéraient qu'il fallait les voir avec les enfants. Ici, on ne parle plus de contenu, on parle davantage de ressources. Et donc, les enseignants sont invités à utiliser des ressources, principalement issues du christianisme, mais pas exclusivement, mais principalement, mais dans 2 perspectives. La première perspective, c'est que ces ressources vont permettre aux élèves de pouvoir appréhender peut-être des contenus qu'ils ne connaissent pas, mais dans la perspective de se poser des questions. Et donc, pour rejoindre la question que vous posez, oui, c'est flexible parce qu'on ne peut pas prédéterminer toutes les questions que les élèves vont se poser. Et une fois que les questions ont été identifiées, travaillées et formulées de manière collective, alors la flexibilité va s'apercevoir chez les enseignants dans leur capacité d'aller mobiliser d'autres ressources qui viennent rencontrer des questions que les élèves se sont posées initialement. Et donc, oui, ça demande davantage de flexibilité, même si les ressources sont les mêmes. Selon qu'on les appelle des contenus à imposer, à faire retenir et à faire répéter, ou selon qu'on les appelle ressources qui peuvent aider à déployer le questionnement et à rejoindre un questionnement, voilà, dans la deuxième perspective, la flexibilité est plus importante. D'accord. Et c'est vrai que vous en avez, Pascal et Jean, tous les deux parlé. On le dit souvent dans ce podcast, on dit que l'école n'est pas une île au milieu de nulle part et voilà, elle vit et elle évolue au sein de la société. Et donc, il y a des évolutions de la société que l'école suit parfois. Ici, vous en avez parlé, un accent est mis aussi sur le dialogue interreligieux, interconvictionnel,
quelle forme ça prend en fait? Et quelle est l'importance de ce dialogue interreligieux dans les nouveaux programmes? 2 pistes de réponse à la question. Tout d'abord, ce qui est quand même assez exceptionnel dans ce programme, c'est qu'un cinquième du programme, quantitativement, c'est l'ouverture au dialogue entre les différentes philosophies de vie, qu'elles soient religieuses ou non religieuses. Et donc, c'est 1/5 quantitatif. C'est toute une compétence 2 pour prendre les détails techniques. Mais ça veut dire qu'à l'intérieur de ce cours de religion, comme on le disait au début, on n'accueille pas des paroissiens, on accueille des élèves, et ces élèves représentent la diversité. Donc ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est que toutes ces ressources diversifiées des différentes philosophies et religions de vie peuvent être mobilisées comme le christianisme, à la fois pour faire sortir, émerger, travailler un questionnement, mais aussi pour venir rejoindre un questionnement. Imaginons qu'une classe se pose la question pourquoi la guerre ou pourquoi on est violent. Bien sûr, l'enseignant va mobiliser des ressources du christianisme pour donner des outils de réflexion aux élèves, mais si des élèves issus de traditions diverses veulent apporter le concours de leur tradition, de leur réflexion, de ce qui les anime eux pour réfléchir à cette question, le cours de religion ne peut qu'en être enrichi et s'en réjouir. Oui, c'est ça, porte grande ouverte par rapport à ça. Oui. On ne demande pas, parce que c'est quand même une question qui nous est souvent posée, les enseignants ne doivent pas pour ça être compétents, connaître toutes les religions, les convictions, c'est quelque chose d'impensable. On ne peut pas tout maîtriser, mais se servir des forces que peuvent aussi apporter les élèves ou des témoins, accueillir et ouvrir ainsi le dialogue et que chacun puisse trouver sa place. Et donc, Jean, tu as déjà donné un exemple un peu concret sur, avec l'exemple de la violence, d'où elle vient, d'où viennent les guerres, etc. Quelle autre forme peut prendre le dialogue interconvictionnel? C'est plutôt Jean ou Pascal? Pour illustrer un peu, et ça fait aussi un peu une illustration de cette nouvelle philosophie du programme. Dans les anciens programmes, comme dans les anciens cours de religion, que voyait-on? On voyait des tableaux à double entrée, avec le curé, le pasteur, l'imam, et voilà. Et donc, on fourguait de la culture générale et sans trop se poser de questions, par exemple, parce que est-ce qu'on peut dire que le curé est au catholique, ce que le pasteur est au protestant? Je crois que les catholiques et les protestants ne seraient pas très heureux de pas la comparaison. Oui. Voilà. Et alors, pour prendre un exemple dans le nouveau programme, ce qu'on a imaginé, c'est que les élèves pourraient, par exemple, se poser des questions par rapport aux enjeux climatiques, aux enjeux environnementaux. Et donc, par rapport à une question qui serait à affiner, à préciser avec eux, plutôt que de faire des tableaux à double entrée avec pasteur, ce serait d'aller voir que proposent les différentes religions par rapport à un engagement pour plus de justice climatique et ce genre de choses. Alors, c'est clair que c'est un cours de religion catholique, on ne passera pas à côté, quand même, on a un personnage qui est en place à Rome et qui dit des choses plus qu'intéressantes sur le climat, l'environnement, etc. Et donc, on mobilisera des ressources du christianisme pour penser les relations être humain, environnement, attention au climat et ce genre de sujets. Mais si les élèves veulent aller mobiliser dans des traditions qu'ils connaissent mieux, par exemple l'islam, parce qu'il ne faut pas se cacher, ça fait quand même partie de ce qui constitue nos écoles. On a des écoles avec un public musulman assez important, et heureusement, si les élèves veulent aller chercher ce que dit l'islam ou ce qu'ils connaissent de l'islam dans ces consignes pour ces relations être humain-environnement, eh bien, c'est le bienvenu. Sans, comme le disait Pascal, que ça n'exige de l'enseignante ou de l'enseignant qu'il fasse des recherches sur que dit l'islam, sur les liens entre les humains et l'environnement, etc. Voilà, donc dans le programme, on a une séquence de cours qui commence par, posons-nous des questions sur l'environnement, et on a des supports qui permettent aux élèves de se plonger dans la réflexion et de formuler leurs questions. Et puis, on invite ces élèves à pouvoir utiliser la diversité des richesses de sens et des richesses de philosophie de vie, y compris celles présentes dans la classe, pour pouvoir réfléchir à cette question. Et pour pouvoir garder les tableaux à double entrée, mais autrement. Voilà, mais c'est vrai que ça revient toujours, que c'est la même chose, mais fait différemment. C'est les mêmes contenus et c'est avec un autre objectif. Bon, ça, personnellement, moi je trouve que ce que vous venez de dire, ça représente déjà une grande force du cours de religion, mais est-ce qu'il y a une autre grande force que vous voudriez mettre en avant? Je pense qu'il est important aussi de signaler
l'informer qu'on a parlé de la compétence du dialogue interculturel, etc. Mais de se dire que ce nouveau programme, contrairement à l'ancien programme, ce n'est plus une compétence qu'on travaille à un moment, mais les compétences rentrent dans un format de parcours. Donc à un moment donné, des questions, etc. Et puis on éclaire et on traverse les différentes compétences pour éclairer, pour réfléchir à la question de départ. D'accord. Et donc peut-être une autre grande force, en préparant le podcast, vous m'aviez dit, je ne sais plus si c'était Jean ou Pascal, je ne sais plus, que une des richesses, c'était justement, avec le cours de religion, c'est que le jeune pouvait parler en jeu. Vous pouvez un peu développer cet aspect des choses? On a déjà dit qu'il pouvait parler en jeu parce que voilà, les supports de départ qui permettent aux élèves de formuler leurs questions sont enrichissants, mais la question qui guide tout l'apprentissage, c'est la question des élèves. Donc déjà à ce moment-là, il parle en jeu. Et puis il y aura un moment où l'élève va se décentrer, puisqu'il va devoir se confronter à des ressources, à des outils d'analyse. Mais ce dont on n'a pas encore parlé, c'est que le programme suggère que tout parcours d'apprentissage se termine en laissant la possibilité aux élèves de pouvoir s'exprimer en jeu, dire, alors cognitivement, ce qu'ils retiennent, ce qu'ils ont trouvé intéressant, ce qu'ils n'ont pas trouvé intéressant, mais aussi qu'ils puissent exprimer ce en quoi la réflexion qui a été proposée les enrichit. Alors, je dis enrichi avec le présupposé que le cours de religion va être intéressant, mais on pourrait aussi imaginer des élèves déçus d'avoir appris des choses qui finalement n'allaient pas dans le sens de ce qu'ils projetaient au début. Mais à ce moment-là aussi, ils ont la possibilité de parler en jeu, dans le sens où ils peuvent dire moi, j'espérais avoir une réponse à ma question sur comment faire pour ne plus polluer, puis je vois qu'il n'y a pas de réponse satisfaisante, et donc ça me déçoit un peu. Mais dans tous les cas, la fin d'un parcours de cours de religion se termine en permettant aux élèves de pouvoir exprimer ce qu'ils ont trouvé intéressant, ce qu'ils ont trouvé moins intéressant, et on espère les questions qu'ils se posent encore, parce que ça le fera revenir au cours de religion des séquences suivantes, avec la volonté de reposer des questions et de réfléchir avec les autres. On ne demande pas, à l'intérieur de ce cours de religion, d'avoir une attitude neutre, strictement rationaliste, objective, et quand on remplit des tableaux à double entrée, celui-là c'est le pasteur, celui-là c'est l'imam, celui-là c'est... Voilà, là on peut dire les choses. Mais l'objectif du cours n'est pas là, n'est pas que là. Bien sûr, on en ressort en connaissant des choses nouvelles et des choses que si on ne venait pas à l'école, on n'apprendrait pas. Mais c'est rationaliser une recherche de sens, c'est pouvoir aussi dire à la fin, voici ce que je trouve intéressant, voici ce que j'ai appris, voici pourquoi je comprends mieux les choses, voici ce que je ne comprends pas encore, et voici pourquoi j'ai besoin de parler avec vous et d'avoir un cadre scolaire pour pouvoir mieux réfléchir. Oui, c'est ça. Toujours finalement dans la notion que tu exposais juste avant, Pascal, vraiment de parcours en fait. Tout à fait. Et Jean, il a raison, on met l'accent sur l'élève qui peut parler en jeu, mais ça oblige aussi l'enseignant à changer de posture. Puisqu'à partir du moment où il invite l'enfant, l'élève, en début de parcours et en fin de parcours à s'exprimer en jeu, l'enseignant prend la posture alors d'écoute et de respect de ses élèves dans l'écoute de ses questions et de ses ressentis, retours, appropriation du parcours d'apprentissage. C'est ça. C'est ça. Et il y avait un autre point aussi dont vous m'aviez parlé en préparant l'émission, c'était justement, si j'en reviens, je fais un petit retour en arrière sur les contenus. Et on parlait tantôt de flexibilité du programme, c'est que donc les contenus, et ça c'était intéressant je trouve à dire à nos auditeurs, les contenus, on pouvait aller les chercher en fonction des questionnements, et donc il n'y avait plus forcément des choses, imaginons à apprendre en 2e primaire, d'autres à apprendre en 5e primaire, c'est que les contenus pouvaient être mobilisables à n'importe quel moment en fonction des questionnements. Ce qui déstabilise d'ailleurs les enseignants, de ne plus avoir cette programmation, tel texte en telle année, on visite l'église en 2e primaire, parce que l'interdiocésain va demander du vocabulaire sur l'église en 2e primaire. Donc c'est vrai qu'un même support peut être proposé aux élèves, soit pour susciter le questionnement ou pour accompagner la réflexion. Un même support une même ressource peut être apportée à n'importe quel moment, à n'importe quel âge des élèves. Un élève, par exemple, face à un miracle, ne va pas réagir de la même manière. Jésus marche sur l'eau en 3e maternelle. Waouh, Jésus marche sur l'eau. En 6e primaire, raconte, tu m'intéresses, mais je ne te vois plus. Mais en même temps, il est intéressant donc de reproposer ce même support pour justement ressusciter du questionnement ou réfléchir avec les élèves autrement.
pour faire le point avec deux éléments qu'a dit Pascal, ça demande un changement de posture et puis les ressources ne sont pas utilisées de la même manière. Ce qui peut quand même être rassurant ou en tous les cas indicatif, c'est que à partir du moment où l'objectif du cours de religion, c'est rationaliser la recherche de sens, ça veut dire être capable de formuler des questions à partir de n'importe quelle découverte et puis de faire des liens entre des ressources qu'on met entre les mains et des questions qu'on se pose. Ce qui sera demandé dans le cadre des interdiocésains, c'est d'évaluer ce qui sera appris à l'intérieur du cours. Qu'est-ce qui sera appris à l'intérieur du cours? C'est ces deux compétences-là. Formuler des questions, faire des liens. Et donc, contrairement aux anciens interdiocésains, on demandait de répéter par cœur des contenus qui étaient prédéterminés. Ici, ce qui sera demandé, et donc ça pourra aussi aider les enseignants à visualiser ce qui est attendu d'eux, c'est est-ce que les élèves sont capables d'observer des réalités en y percevant des bizarreries ou des choses étonnantes pour se mettre en projet de formuler des questions qui les intéressent. Et ça, c'est la plus grande partie des évaluations interdiocésaines, c'est le questionnement. Et puis, ce qui sera aussi demandé aux élèves, c'est à partir du moment où on isole une question qui fait sens pour des jeunes en général, est-ce que vous pouvez faire des liens entre cette ressource qu'on vous propose et la question qui a été posée initialement? Ça veut dire que le regard qu'ils vont porter sur la réalité ne sera pas est-ce que je dois la connaître par cœur, mais c'est comment j'analyse finalement ce qu'on me propose pour faire des liens avec ce qui m'intéresse moi. Et donc, les interdiocésains devraient aussi aider les enseignants à changer leur posture et à changer le regard qu'ils ont sur les contenus qui sont mobilisés au sein du cours de religion. C'est ça. Et donc, vous faites un lien, et nous, on va faire notre petite pub pour le podcast. Donc, on vous invite à réécouter le podcast qui avait été dédié aux évaluations interdiocésaines. Je n'ai plus par cœur le numéro de l'épisode. C'est le 15. Voilà, merci Victoria. Donc, merci pour ce petit lien. On va terminer le podcast peut-être par parler aussi un tout petit peu d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, avec la particularité, et ce que je trouve moi être une richesse dans l'enseignement catholique, c'est que c'est pas un cours à part entière, mais c'est une éducation à la philosophie et à la citoyenneté qui est transversale, ce qui permet donc un décloisonnement. Quel lien on peut faire aussi avec le cours de religion, parce que c'est aussi des moments où les enfants peuvent se poser des questions. Si on parle de questionnement, justement, dans le programme du cours de religion, il y a toute la compétence 1 qui est liée à des apprentissages par rapport à apprentissage et accompagnement par rapport au questionnement des élèves. Si on ouvre le programme de PC, on retrouve pratiquement mot pour mot les mêmes compétences, les mêmes sous-compétences, les mêmes attendus. On appelle tout ça comme on veut. Mais donc voilà, on ne va pas s'amuser par exemple à apprendre à des élèves au cours de religion à poser une question philosophique, un exemple parmi d'autres, et puis se dire à un autre moment, tiens, aujourd'hui je vais apprendre à mes élèves à poser des questions philosophiques. Donc se dire que le cours de religion n'est pas le lieu par excellence, mais en tout cas un lieu où la transversalité est plus qu'évidente. Oui. D'accord, ok. Mais écoutez, un tout grand merci à vous deux, Pascal et Jean, pour votre présence et votre éclairage. On rappelle que tout ce dont on a parlé, vous trouverez les infos dans le descriptif de l'épisode. Donc un tout grand merci de votre passage chez nous. Mais merci aussi pour l'occasion que vous nous avez donnée de pouvoir vous présenter le programme. Voilà, merci, une belle opportunité aussi, merci. Et c'est donc ici que se clôture cet épisode de l'heure de fourche. Et donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à aller nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. On se retrouve dans 15 jours pour un épisode bien de saison. Il sera consacré aux examens et aux jours blancs. Ce sera déjà l'avant-dernier épisode de cette saison 1. Mais on vous réserve l'une ou l'autre surprise pour que vous ne oubliez pas durant les grandes vacances. Suivez nos réseaux sociaux, CEGEC Enseignement Catholique sur Facebook et LinkedIn, et l'heure de fourche sur Insta. Et vous saurez tout. À très bientôt. La cloche a sonné, mais notre échange ne fait que commencer. Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant CEGEC Enseignement Catholique ou l'heure de fourche podcast. Partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre présence et à dans 2 semaines pour un tout nouveau rendez-vous.